Bonsoir, vous faites bien d'être sur Business 24 Africa. Vous suivez votre émission de décryptage Intelligence économique. Tout le monde veut sauver le peuple malien. D'abord, la junte militaire au pouvoir depuis plus d'1 an veut sauver le peuple malien du djihadisme du Nord et des difficultés économiques. Et pour cela, les hommes d'Assimi Goïta se donnent 5 ans pour sauver le peuple malien. La CEDEAO aussi veut sauver le peuple malien. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest refuse les 5 années proposées par la junte au pouvoir pour sauver le peuple malien en sanctionnant le Mali, parce qu'à terme, il faut donner le pouvoir à des civils démocratiquement élus. Mes questions, qu'est-ce qui se joue au fait au Mali? Quelles sont les solutions de sortie pour la junte militaire au pouvoir? Nous en parlons dans ce numéro d'intelligence économique. Restez avec nous. Contentieux Bamako-CEDEAO. Quelle solution pour le Mali? Nous en parlons dans ce numéro d'intelligence économique et nous avons 4 invités sur notre plateau. Monsieur Seka Yebi Athanase, bonsoir. Bonjour, monsieur Sibaï. Merci d'être sur notre plateau. Je rappelle que monsieur Seka Yebi Athanase est diplomate, mais il est sur ce plateau en tant que doctorant en politique internationale de l'université Hankook, c'est à Séoul, en Corée du Sud. Merci d'être avec nous. Un autre doctorant sur le plateau, monsieur Alain Kouadio, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sibaï. Je rappelle que vous êtes consultant en développement également. Effectivement, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Je suis aussi infiniment reconnaissant pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant les téléspectateurs nationaux et internationaux. C'est une problématique aussi cruciale. Merci beaucoup. Sur le plateau, c'est un visage connu, monsieur Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles Sibaï. Je rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence économique et stratégique. Exactement. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir. Et puis, un juriste sur le plateau, Maître Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, Sibaï. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique de la société civile ivoirienne, et puis un homme de grande culture. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci bien. Je pense que pour aller dans le sens de ce que mes frères invités ont dit, j'en suis très flatté de ce que je me retrouve aujourd'hui, ce que je n'avais pas pensé dans 24 heures que ça a été décidé, comme étant, disons, un de vos invités. Je souhaite être à la hauteur du débat. Merci beaucoup, maître. Alors, tout est parti du coup d'État de 2020, les changements, les prises de pouvoir au Mali. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Mali a une longue expérience de prise de pouvoir et de négociation. Maître Kouyaté. Tout à fait. Je pense que je vais d'abord commencer par saluer le peuple malien, Anoussou, Aounissou, malien. Alors, je vais ramener le peuple malien à son hymne national, Sayaka Fessani Maroyaye. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mourir que d'avoir de la honte. Mais le peuple malien est un peuple guerrier. Le peuple malien, le président Faure-Boigny, a tiré toute sa quintessence politique à partir du Mali, d'où la création du RDA en 1946. Le Rassemblement démocratique africain, Effectivement. né à Bamako, justement, en 1946. Ce que je voudrais dire pour rappeler, qu'avant cela, il y a eu la bataille de Kirina entre Sundiata Keïta et Soumanguru Kanté. Vous remontez dans l'histoire. Je remonte dans l'histoire, c'est très important, parce que cette bataille-là a eu lieu en 1235. Aujourd'hui, elle aurait fait 787 ans déjà. Voyez-vous, le Mali, c'est notre affaire à nous tous. Il n'y a pas d'Ivoirien qui ne sent pas la fibre patriotique malienne, c'est pas possible. Parce que dans le peuplement de la Côte d'Ivoire, que vous avez étudié comme moi aussi également, nous sommes tous venus de quelque part. Les 2 tiers des Ivoiriens viennent du Mali, pour ne pas dire du Soudan, de l'ancien Soudan qui est devenu aujourd'hui le Mali. Donc nous avons ces liens ancestraux qui font que lorsque le Mali est touché, nous sommes touchés. Alors donc pour vous, l'histoire du Mali prouve que ce pays a quand même une certaine culture de démocratie et de négociation. Tout à fait. La preuve, la première constitution du Mali
qu'on appelle Kouroukanfo, date donc de 1432. La constitution qui vient après celle-là, c'est celle d'Angleterre qui date de 1946 seulement. Donc elle a aujourd'hui 84 ans. Mais après vient la constitution que nous pratiquons aujourd'hui, qui est la 5e République en France, qui est la constitution de 1958. Elle n'a que 63 ans. Donc quand vous regardez l'écart, c'est que le Mali est en avance sur tous les pays du monde en termes de constitution. Donc ils ont déjà dans leur disposition un certain nombre de dispositions qui font que le Mali, on ne peut pas leur apprendre quelque chose en termes de démocratie, en termes de constitution. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Vous venez de planter le décor, on va tomber sur... Oui, donc je voulais juste ajouter à ce que maître a dit. Si je m'en tiens à ce que vous vouliez dire, vous vouliez parler de prise de pouvoir de façon inconstitutionnelle par le coup d'État. C'est de ça que vous voulez parler. Oui, mais voilà, donc quand on prend l'histoire du Mali, effectivement, le premier coup d'État a eu lieu, je crois que c'est Moussa Traoré qui a renversé Modibo Keïta. En 91. Oui, bien entendu, Modibo Keïta. Après Moussa Traoré, il y a eu Amadou Toumani Touré. Il y a eu vraiment toute une suite de coups d'État qui ont abouti à la suite. Il y a cette suite-là qui a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc le problème central qui nous amène ici, et ce pour lequel nous sommes là, c'est la prise de pouvoir à 2 reprises déjà par la junte militaire au pouvoir au Mali et qui est l'objet aujourd'hui des sanctions de la part de la CEDEAO. Voilà, donc c'est sur cette rectification que je voulais faire. Voilà, avant peut-être qu'on continue. D'accord. Merci. Un rappel historique, c'était important. On rentre dans le vif du sujet. Le 9 janvier, les pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'organisation régionale, se réunit à Accra, un sommet extraordinaire sur le Mali, et constata que la junte se donne encore 4 à 5 ans avant de céder le pouvoir aux civils. Alors, les pays de la CEDEAO, les présidents des pays de la CEDEAO donnent des sanctions au Mali. Commentaire sur ces sanctions. Monsieur Alain Kouadio. Merci, monsieur Sibaï. Il faut dire que cette question est très pertinente. C'est une problématique qui préoccupe plusieurs. Et en ce qui concerne ces sanctions, avant de rebondir sur cette question, je vais d'abord revenir sur la problématique de la sécurité de la prise de pouvoir au Mali. Quand vous faites l'historique des affaires politiques au niveau de la République du Mali, vous vous rendez compte que c'est un pays qui a été en proie à beaucoup de combats, à beaucoup de défis sécuritaires. Et ça remonte depuis la période des années 1913 à 1916. Et après les indépendances, je dirais en 60 ans d'indépendance, le Mali a connu 5 coups d'État. Et à tel enseigne que nous sommes posés la question de savoir, est-ce que c'est l'organisation des élections qui pose le problème au Mali, ou bien ce sont des défaillances institutionnelles liées à plusieurs facteurs. Parce qu'il y a des coups d'État, on se presse d'organiser les élections, mais après les élections, on se rend compte qu'il y a encore d'autres coups d'État, il y a encore des remous sociaux. Et moi, je vais répondre sur un aspect qui est très pertinent, celui de l'intégrité territoriale du Mali, avant d'en arriver aux sanctions. Allons-y. Quand vous analysez, vous voyez que le nord du Mali était une zone qui était très fragile et en proie aux conflits armés, au trafic de tout genre. Ça a toujours existé dans le nord du Mali. Mais cette situation s'est avérée, s'est accentuée avec la chute du président Kadhafi. Et là encore, il faut le dire, le président Kadhafi jouait un rôle très central dans la lutte contre le terrorisme dans ces zones. Et sa chute a entraîné, je dirais, une recrudescence des groupes armés, des groupes terroristes, une circulation d'armes, une prolifération de trafic de tout genre. Et on aboutit dans les années 2012 à des conflits armés qui vont exacerber la situation sociopolitique, qui vont entraîner un climat de chien-lien, un climat délétère. Du coup, de coup d'État en coup d'État, on arrive à une junte militaire qui prend le pouvoir en 2020. Et la CEDEAO demande à ce que des élections soient organisées de façon express. La CEDEAO donne des sanctions suite à la lenteur avec laquelle la junte militaire tient les affaires politiques. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que ces sanctions sont un peu draconiennes. Ces sanctions sont très sévères, à mon sens. Qu'est-ce qui est sévère dans ces sanctions? Non, mais la fermeture des frontières, quand vous fermez les frontières, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'échanges commerciaux. Vous savez que le Mali est un État qui est dans l'interland. Ce pays-là n'a pas de débouché maritime. Alors qu'aujourd'hui, les échanges commerciaux s'évaluent à hauteur de 90% par voie maritime. Ça veut dire qu'un pays qui n'a pas
de débouchés maritimes est obligé de s'endosser si certains pays tels que la Côte d'Ivoire, qui sont des pays qui ont des ports. Mais lorsque vous fermez les frontières et qu'il y a des échanges commerciaux qui sont censés s'opérer entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y aura des difficultés. Tout à l'heure, on va toucher les conséquences socio-économiques de ces sanctions. Donc, oui. Les frontières fermées, le compte d'opération à la BCEAO gelé. En réalité, c'est l'économie malienne qui est en train d'être asphyxiée. Donc, la junte est frappée au portefeuille. Mais la junte n'est pas facile. En réalité, ces sanctions ne sont pas pertinemment ciblées pour la junte. Parce que même si ce problème a dure 10 mois, mais je pense que les autorités de la junte vont pouvoir s'approvisionner en nourriture. Mais qu'en est-il des populations lambda qui vivent au sein du Mali? Qu'en est-il des citoyens? Il ne faut pas oublier que le Mali fait partie des pays les plus pauvres de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier ce fait. Non, moi, je pense que ces sanctions ne sont pas opportunes. Ces sanctions sont un peu trop dures et vont à l'encontre des droits humains, vont à l'encontre de la souveraineté du peuple malien. Merci Parce que beaucoup. priver un pays de certains droits fondamentaux qui n'a pas accès à la mer, je pense que c'est quand même quelque chose de difficile. Merci beaucoup, M. Seka. Ces sanctions, elles sont trop dures ou elles sont à propos? Je dirais que pour aborder dans le même sens que mon frère tout à l'heure, il faut voir que la CEDEAO, de façon collégiale, a décidé de pouvoir imposer certaines sanctions. Et quand on a un regard analytique de la chose, on pense tout de suite que c'est une sanction contre la junte, c'est-à-dire les dirigeants militaires. Mais quand on approfondit cette réflexion, on se rend compte que ça a un impact sur la population. Donc si ça a un impact sur la population, on se dit, bon, la population forcément va connaître des déboires, va connaître des problèmes. Pourquoi ces sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA? Parce que pour une période transitaire, c'est-à-dire normalement en relations internationales, pour faire une transition, il faut maximum 2 ans. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent pour faire la transition ne viennent pas pour établir ou mettre en place un système économique. Ils viennent pour mettre un ordre constitutionnel. Donc pour mettre un ordre constitutionnel, ça nécessite un certain temps, mais ça ne peut pas dépasser les 3 ans. Donc pour la CEDEAO, donner une période de 5 ans donnerait l'impression que la junte militaire est en train de faire un mandat. Alors que pour avoir un mandat, il faut avoir la légitimité du peuple. D'où ces sanctions-là. Alors, oui, moi, ce que je voulais ajouter, il y a un fait sur lequel on passe. Je pense aussi que dans cette affaire aussi, il y a une guerre communicationnelle. La junte a proposé un chronogramme compris entre 6 mois et 5 ans. Et bien entendu, après une tournée en Afrique de l'Ouest, cette proposition est venue, maintenant ce chronogramme est venu de 6 mois à 4 ans. Je pense qu'entre 6 mois et 4 ans, on aurait très certainement pu aider la junte, à mon avis, ça c'est ce que je pense. Une question de précision. Alors. Voilà, aider, et c'est la tendance actuellement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est la tendance actuellement. Voilà, donc, mais néanmoins, la junte propose de 6 mois à 4 ans ou de 6 mois à 5 ans, mais au moins 5 ans elle a. Oui, non, mais elle a proposé la junte prévient que je peux aller jusqu'à 4 ans. Je peux aller jusqu'à 4 ans, mais je peux prendre 6 mois. Les pays de la CEDEAO est juste là, inacceptable. Oui, mais on aurait pu dire, bon, la junte a proposé entre 6 mois et 4 ans, 5 ans. On aurait pu dire, bon, écoutez, comme vous proposez entre 5 mois et 6 mois, donc on vous donne peut-être 18 mois, on vous donne 2 ans. C'est selon. Je pense qu'en février, 2022, pardon, la junte devait organiser les élections. Oui, mais c'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais maintenant, on n'organise pas les élections. Non, je vous dis. On prolonge encore la date de la transition. Oui, je vous dis, et ça, il faut qu'on le dise. Est-ce que ce n'est pas de nature à agacer les chefs d'État africains? Non, il faut qu'on soit clair. La CEDEAO a proposé, c'était une injonction même à la junte d'organiser les élections en février 2022. Et là, on sait que de toute façon, que c'était une date qui n'était pas tenable, qui n'est pas réaliste, eu égard à ce que mon collègue Seka a dit tout à l'heure. Donc, ce n'était pas tenable. Alors, partant de cela, maintenant, c'est l'appréciation au niveau des sanctions. C'est de ça que vous voulez parler. Est-ce que ça dépend de la position qu'on occupe? Je pense que les chefs d'État qui ont pris cette décision au niveau de la CEDEAO ont pris cette décision-là en connaissance de cause. On prenait le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire a des liens
très profond, historique. Tout à l'heure, Maître Kouyaté a souligné cela, l'a si bien décrit. Il y a des liens politiques, des liens économiques très forts avec le Mali. Mais je vais dire qu'il y a une question sécuritaire qui est là aujourd'hui. Le nord de la Côte d'Ivoire est menacé par le djihadisme. Et en plus de cela, le chef de l'État ivoirien se trouve entouré de près de 5 États, dont 2 de ces États sont dirigés par une junte. Et tout récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a eu, je vais dire, une allégation, je vais dire, des rumeurs de coup d'État, en tout cas au Burkina Faso. Vous faites allusion à la Guinée et au oui, Mali. À la Guinée et au Mali, et on a eu tout récemment, je veux dire, des rumeurs de coup d'État au Burkina Faso. Donc je veux dire que, par exemple, quand je prends le cas du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, donc en prenant cette décision, ou bien en contribuant à prendre une décision, cette sanction contre la CEDEAO, elle l'a prise, ces sanctions-là aussi, en connaissance des causes. Et c'est le cas aussi dans d'autres pays, notamment qui sont des pays frontaliers au niveau du Mali. Bon, l'un dans l'autre, certains peuvent estimer que ces sanctions sont trop fortes, mais je pense pour ma part que quand on parle des sanctions, elles doivent être graduelles. Et je me pose la question de savoir si après ces sanctions, je pense que presque tous les observateurs, qu'ils soient régionaux ou non régionaux, en tout cas tout le monde s'accorde à dire que ces sanctions sont très dures. Est-ce qu'après ces sanctions-là, il y a d'autres sanctions encore? Alors donc ce qu'il faut voir, c'est parfois la jeune se trouve aujourd'hui au dos du mur. Et lorsque une organisation ou bien des individus se trouvent au dos du mur, parfois les réactions sont parfois difficiles. Et la jeune a dit un mot qui est très important. Elle a dit que les décisions qui ont été prises par les dirigeants de la CEDEAO ont été influencées par, je vais dire, par des pressions venues de l'extérieur extra-régional. C'est ça, le dit. Donc, exactement. je vais dire que c'est une allusion indirecte à la France et à d'autres pays, je vais dire, occidentaux. Et je pense que la raison, les événements nous ont donné raison parce que, effectivement, quand vous écoutez, hier j'ai eu l'occasion d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur les plateaux d'un de vos confrères qui disait que la crise qui se déroule au Mali a dépassé le cadre franco-malien. C'est une affaire africaine et c'est même une affaire européenne. Voilà, donc je veux dire, voici un peu ce que je pense. Tout à l'heure, on va y revenir. Voilà. L'Union européenne qui appelle même au dialogue. Alors, maître, pour vous, ces sanctions, est-ce qu'elles sont à propos? Non, écoutez, je pense que les sanctions sont excessives. Mais on doit se poser la question, pourquoi les chefs d'État en sont arrivés là? Les chefs d'État, de mon point de vue, je le dis, ont voulu exprimer un ras-le-bol. Parce que ce que je reproche moi à la gente, c'est lorsqu'ils sont allés négocier, comme on le dit au village, ils n'avaient pas le couteau sur la gorge. Ils ont donc accepté librement de s'inscrire dans l'élection à faire pour le mois de février, en tout état de cause. De là, à aller maintenant établir un chronogramme à eux pour organiser les assises, je pense que c'est l'organisation des assises qui a fait déborder leur calendrier jusqu'à 5 ans. Or, préalablement... La gente s'est dit, bon, j'organise des assises pour voir quels sont les problèmes au Mali, que c'est quand même une bonne chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit que la gente aurait dû, dès l'entame des négociations, avant de s'engager à organiser les élections, poser ce préalable. Ça n'a pas été fait. L'organisation des assises. Parce que l'organisation des assises, ça peut prendre au minimum 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense que dans l'analyse du pouvoir, c'est minimum 2 ans pour qu'on en arrive. Mais est-ce qu'au Mali, il n'y a pas eu des assises qui ont été déjà organisées? De mon point de vue, il n'appartenait pas à la gente d'organiser les assises. Ça, c'est simple. Pourquoi? Parce que si la gente qui avait une mission à organiser les élections, elle devrait donc premièrement chercher à nommer un président d'une commission électorale. Ce président allait convoquer le collège électoral. Et à partir de là, ils allaient établir le chronogramme. Soumettre. Mais c'est sûr que le 27 février, ils allaient aller au-delà, même peut-être 2 ans. Mais ce qui a fait déborder la base, c'est le fait d'avoir forcément établi eux-mêmes, sans l'accord de la CEDEAO, comme ils l'ont fait préalablement, aller négocier une date, mais est venu mettre la CEDEAO devant le fait accompli. Et ça a choqué beaucoup de chefs d'État. Mais je voulais aussi apaiser pour dire, lorsqu'il y a une décision qui est prise, elle est prise collégialement. Qui vous dit
que M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, n'a pas défendu le cas du Mali. On y reviendra. Permettez-moi une minute. Très rapidement. Une minute. Au fait, moi je veux intervenir rapidement sur la célérité avec laquelle la CEDEAO veut que les élections s'organisent. Je pense que ce n'est pas opportun. Il est primordial de régler les problèmes, les défis territoriaux auxquels est confronté le Mali. L'intégrité territoriale du Mali est menacée depuis des décennies. Chaque fois il y a des coups d'État, on organise des élections, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, on évolue de coup d'État en coup d'État. Oui, ça veut dire que le problème du Mali, ça veut dire que le problème du Mali, 10 ans pour vous, oui. Non, 10 ans c'est trop, 10 ans c'est trop. Pourquoi je le dis? Parce que on a des forces internationales. Il y a Wagner, il y a Wagner, il y a la force française qui est au Mali. Mais pourquoi les deux forces-là ne peuvent pas se mettre ensemble pour juguler le terrorisme? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'organiser une élection à la va-vite. Et dès que le président s'installe, il y a des défis territoriaux, il y a des défis sécuritaires. Il y aura encore un autre coup d'État. Figurez-vous que le coup d'État qui a fait partie IBK du pouvoir, la raison fondamentale, c'était son incapacité, les défenses institutionnelles à défendre le territoire national du Mali. C'est ce que je vais ajouter. Oui, maître, très rapidement. Oui, très rapidement, vous m'aviez pris un peu la parole rapidement. Je voulais démontrer que je ne suis pas ici l'avocat de qui que ce soit. Je suis venu pour éclairer l'antenne internationale. Je continue mon raisonnement pour dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, ce n'est pas les 15 chefs d'État qui ont fermé les yeux pour dire on prend les sanctions. Il y a eu peut-être des gens qui se sont abstenus, mais lorsque la décision sort, elle est collégiale. Elle engage la responsabilité de tous les chefs de l'État. Donc on ne peut pas mener une querelle à quelqu'un qu'on aime, qu'on n'aime pas, du fait qu'il ne peut rien faire. Celui-là dont je ne connais pas le nom, ça pourrait être le président de la Gambie ou tout ce que vous voulez. Lui seul ne peut rien faire. Par exemple, si je dis Côte d'Ivoire, peut-être on va essayer de juger. Il ne peut rien faire, il est obligé d'assumer. Et là, je voudrais rapidement intervenir, saisir cette opportunité pour dire, j'ai lu dans la presse que le président Laurent Gbagbo, par exemple, parce que ça va dans ce sens, tout le monde dit que c'est trop, c'est pas excessif, etc. Mais lui, Laurent Gbagbo, président de la République aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais il aurait adoubé cette décision de la CEDEAO, advienne que pourra après. Donc il ne faut pas rester derrière le rideau pour attaquer, il faut plutôt apaiser. D'accord, merci beaucoup maître. Et tout à l'heure, nous reviendrons un peu sur l'onde de choc de ces sanctions au Mali qu'on retrouve dans la politique ivoirienne. Alors M. Seka, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous avons la junte militaire qui est dans une phase de transition. Et quand on est dans une phase de transition, on ne détient pas le pouvoir. Ce n'est pas légal. Et à chaque fois, vous voulez préciser ça. Voilà. Et vous avez aussi les islamistes, vous avez aussi les djihadistes qui sont là, qui sont organisés de façon informelle et qui se retrouvent face à une structure étatique informelle. Parce qu'elle ne détient pas le pouvoir du peuple. Et donc les djihadistes peuvent réagir comme de façon égale avec la junte actuelle. D'où les sanctions qui viennent pour que les choses se fassent plus vite. On a déjà dit que c'est difficile, mais il faut accepter d'avaler la couleuvre et il faut faire en sorte que les institutions puissent être établies au Mali et voir les choses se dérouler et instaurer la démocratie pour que ceux qui viendront, c'est-à-dire la société civile qui va prendre le pouvoir, puissent faire face aux problèmes des djihadistes et des islamistes, qui est un problème réel dans le Sahel. Certains experts, excusez-moi, je veux dire que certains experts, eu égard au développement de l'actualité actuellement sur le Mali, estiment que ces décisions ont été véritablement prises à la va-vite et ça donne du grain à moudre à ceux qui pensent que cette décision a été guidée par des mains extérieures. Et donc, c'est ce qui pose le problème aujourd'hui. Vous avez les derniers développements. Je vous donne des exemples très simples. Il y a eu le cas du viol de l'embargo de l'espace aérien malien. J'ai aussi le cas aussi d'Air France qui, automatiquement, le lendemain après que les sanctions aient été annoncées, a annulé tous ces vols, mais qui par la suite, après, s'est rendu compte, s'est demandé est-ce qu'il ne fallait pas encore, sous certaines conditions, desservir, je vais dire, le Mali. Donc il y a d'autres choses encore. Il y a eu un reportage aussi de TV5 et de France 24 qui a montré des camions qui sont venus se ravitailler au port d'Abidjan. Il y en a aussi d'autres vous avez la parole tout de suite. On va rentrer dans les conséquences. Voilà, bien entendu. Bon, alors, donc, c'est ce que je... donc les sanctions faites au Mali ont des conséquences. Quelles sont les conséquences sur l'économie malienne, le peuple
et pourquoi pas sur la région. Ok, bien. Bon, en tout cas, les conséquences économiques, elles sont... ce que je crains, c'est qu'il y a l'effet boomerang dans ces sanctions. Parce que... C'est-à-dire que il peut y avoir un retour, un retour du stable de ces sanctions-là envers ces pays qui ont pris ces sanctions contre le Mali. Figurez-vous, par exemple, les relations entre le port de Dakar et Bamako. Environ le trafic, c'est environ 200 milliards de francs CFA par an. Alors, donc, c'est très important. Alors, si les frontières restent fermées en l'état avec l'embargo qui a été décrété contre la junte, je veux dire que certaines économies, comme les économies du Sénégal, vont se retrouver impactées. N'oubliez pas que depuis la guerre de 2002 à laquelle la Côte d'Ivoire a été confrontée, il y a eu une guerre de positionnement pour pouvoir prendre le marché des hinterlands, les ports côtiers, notamment depuis Lomé jusqu'à Dakar, en passant par Conakry aujourd'hui. Et je pense que c'est pour cela que vous êtes rendu compte qu'effectivement, certains pays comme la Guinée ont par exemple décidé de ne pas fermer leurs frontières au Mali, même quelles que soient les sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO. Il y a d'autres pays encore qui ont des raisons objectives. La Côte d'Ivoire aussi n'est pas épargnée. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous savez très bien que les relations commerciales sont très importantes. Hier, il y a environ 3 millions de Maliens qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un flux financier vers le Mali. La Côte d'Ivoire vers le Mali et du Mali vers la Côte d'Ivoire. Il y a aussi, si cette situation n'est pas résolue et que la Tabaski commence à pointer le bout du nez, on dit de se retrouver avec le kilo de la viande peut-être qui va de 2500 à environ 5000 francs. Ça c'est au niveau régional, mais au niveau international aussi, il y a, vous savez qu'il y a une forte communauté malienne en France aujourd'hui, et les flux financiers entre la diaspora malienne et cette diaspora qui est très, très active en tout cas dans l'économie française et dont le déplacement aussi fait aussi tourner des grandes entreprises ou bien des grandes compagnies internationales comme Air France, dont le trafic international aujourd'hui ne doit son suivi qu'aux relations avec l'Afrique, ayant été, je vais dire, négativement impacté par les effets de la Covid-19. Donc je vais dire que les sanctions économiques, elles sont très, très, très importantes. Autre chose aussi, il peut y avoir aussi effectivement des conséquences sur le plan politique. Bien entendu, on sait très bien que depuis un certain temps, quand même, l'image de la France, c'est de ça qu'il s'agit, parce que, ne le disons pas, ce sont les acteurs réels, en fait, de ce conflit. Quand même, a commencé à être écorné depuis un certain temps. Vous avez voyé un peu au Congo, je suis allé au Gabon. Le Gabon a fait une demande pour adhérer au Commonwealth, etc., etc. Donc, il y a eu des rumeurs, ou plutôt des populations qui sont plaintes de l'ingérence de la France dans certains pays africains, et particulièrement dans le dossier malien. Donc, voilà, c'est ça. D'accord, merci. Oui, okay, avant de répondre sur les conséquences... Une guerre de port... Voilà, avant de répondre sur les conséquences socio-économiques, je vais d'abord statuer rapidement sur une désynchronisation de point de vue entre l'institution sous-régionale, la CEDEAO, et l'ONU. Voilà une institution telle que la CEDEAO qui prend des décisions visant à étouffer l'économie d'un pays, le Mali, parce que ces décisions sont draconiennes, elles sont sévères. Mais en même temps, on voit que la France tente de faire imposer ces décisions sur la sphère internationale. Il y a un refus catégorique de la Chine et de la Russie, soutenu par l'Inde. Mais regardez la déclaration qu'a pondue hier le secrétaire général de l'ONU. C'est une déclaration conciliante, une déclaration qui parle d'ajustement du calendrier de la junte et qui appelle au dialogue. Je pense que la CEDEAO aurait dû entrer dans cette dynamique-là en termes de dialogue, de sorte à ce que... On va y revenir sur les scénarios possibles. De sorte à ce que cette situation-là n'aboutisse pas à des conséquences désastreuses. Les conséquences, pour moi, elles sont principalement socio-économiques. Parce qu'on sait déjà que le Mali est un pays qui doit contribuer au commerce international, même s'il n'a pas de port. Et le Mali est obligé de s'adosser sur la Côte d'Ivoire, principalement à cause de la qualité du réseau routier ivoirien, et puis à cause de la proximité, à cause aussi de la célérité avec laquelle la manutention portuaire se fait au niveau du port autonome d'Abidjan. Donc, opérer de telles sanctions serait étouffer l'économie du Mali. Dans un premier temps, première conséquence, l'économie sera asphyxiée. Deuxième conséquence, il y aura des difficultés d'approvisionnement en matière de marchandises. N'oubliez pas qu'il y a des produits tels que la tiéké,
des produits de première nécessité qui passent par voie terrestre. Dans les sanctions, les médicaments et la nourriture ne sont pas concernés. Non mais écoutez, aujourd'hui là, il y a des grandes industries qui opèrent au Mali dont les marchandises transitent par le port autonome d'Abidjan. Tout à fait. Mais ces industries-là emploient des personnes. Mais si vous n'arrivez pas à enregistrer des intrants qui font fonctionner votre industrie, il va sans dire qu'à la longue, il y aura un souci de chômage technique. Parce qu'une industrie doit vendre pour payer. Maintenant, si vous n'arrivez pas à distribuer vos produits, donc automatiquement, le certain industriel malien, dans ce sens-là, va prendre un coup. Maintenant, du point de vue social, ça pourra entraîner des remous sociaux. Parce que... Est-ce que ce n'est pas là l'intention de la junte? Mais on va en venir. Peut-être que... On crée des remous sociaux, peut-être que le but, on affaiblit la junte. Peut-être que le but de ces sanctions, c'est de tout faire l'économie de sorte à ce qu'il y ait des remous sociaux, de sorte à affaiblir la junte. Je pense que c'est l'une des phases cachées. C'est l'une des phases cachées de ce scénario. Mais également, il y aura aussi des conséquences au niveau même sous-régional. Tout à l'heure, le co-débatteur l'a si bien dit. Il a parlé d'approvisionnement en filière bétail. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'approvisionne à partir de 3 pays. Le Mali, le Niger, le Burkina. Bon, si la Côte d'Ivoire ferme ses frontières avec le Mali, il va sans dire qu'il n'y aura plus de bétail qui quitte le Mali pour venir vers la Côte d'Ivoire. On connaît déjà les problèmes sécuritaires que vivent le Burkina et le Niger. Est-ce que le Burkina et le Niger pourront sérieusement et en termes de quantité approvisionner la Côte d'Ivoire en termes de bétail? Si cette situation perdue, le kilo de viande sera très élevé sur le plan local en Côte d'Ivoire. Est-ce que les ménages seront-ils à mesure de pouvoir supporter de tels coûts? Donc voici d'énormes conséquences. Est-ce qu'avec cette sanction, du point de vue sécuritaire, on n'aura pas d'autres difficultés? Parce que n'oubliez pas que quand il y a la pauvreté qui sévit, il est facile d'enrôler les jeunes dans des activités subversives telles que le terrorisme. Merci beaucoup. Oui, mais ce que je voulais dire rapidement à propos des sanctions, je pense que le politique s'est invité auprès de la junte négativement. Je vais parler des politiciens maliens. Aujourd'hui, vous avez 2 blocs. Vous avez le bloc de ceux qui ont adhéré au plus fait de cause pour la junte, et vous avez aussi les pro-IBK qui sont de l'autre côté. Effectivement. Si nous prenons... Ils sont moins audibles ces temps-ci. Mais ils existent, ils sont là. Ils sont là. Ils disent que, et j'ai écouté le ministre de la Justice sortant à l'époque, qui a fait une analyse objective, qui a dit ils n'ont rien contre la junte. Seulement, ils disent que la junte n'avait pas qualité pour pouvoir organiser les assises. Et c'est ça qui a entraîné un peu ces longueurs de temps. Donc moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, quel que soit le bord où on se situe, aucun être normal humain ne peut adouber ces sanctions contre le Mali. Effectivement. Et les amis l'ont dit, c'est un effet boomerang qui fait que ça nous revient au visage. Et que par conséquent, il y a lieu d'apaiser les déclarations. Et les déclarations politiciennes sont graves. Lorsqu'on les écoute, on a l'impression qu'ils ne sont pas tous du même Mali. Et ça me paraît inquiétant. Oui, mais la junte n'a pas tardé à réagir. Oui, mais la Elle junte... a parlé de réciprocité. Quel commentaire faites-vous de la réaction de la junte face aux sanctions de la CEDEAO? Mais la junte était dans son rôle, mais de mon point de vue, quand on parle de la junte, c'est Assimi Goïta. Hein? C'est lui qui a été élu comme président de la transition. C'est lui qui a choisi ses collaborateurs. Donc Assimi Goïta est devant l'histoire, comme l'a été Sundiata Keïta. Il doit prendre ses responsabilités, faire profil bas, et aller à la négociation. Parce que tous les chefs d'État ne peuvent pas de façon unanime être d'accord pour qu'on sanctionne le Mali. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui. Mais aujourd'hui, les Maliens le savent. On dit en bambara, quand tu connais ton ennemi, il faut en faire un ami. C'est lui-là qui va t'aider à sortir des turpitudes dans lesquelles tu te trouves. Donc aujourd'hui, le Mali est dans une situation à la croisée des chemins. Il faut que tous les chefs d'État, ils le savent, ils sont quand même assez intelligents. Ils savent que ce qu'on a fait, c'est des pressions qu'ils ont fait en disant, en poussant la junte au mur. Mais ils n'ont pas dit le peuple malien, parce qu'il faut faire le distinguo. Qui dirige aujourd'hui le Mali? C'est la junte. Donc les chefs d'État, eux, ils raisonnent à partir de la position de la junte en disant que bon, si on les pousse, ils vont craquer. Mais ce matin, je ne sais pas si ça a lieu, il y a des marches qui sont organisées. En soutien de la junte. En soutien de la junte. Mais les autres aussi auraient pu faire des contre-marches. Donc on va se retrouver dans une situation où on tourne en rond, où on ne règle rien. C'est pour ça que j'ai dit, les déclarations tonitruantes faites par les artistes, faites par les politiques, il faut arrêter, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, oui. Voilà, il y a un autre aspect, c'est que avec la fermeture des frontières, la population se sentant étouffée, les hommes d'affaires ne voyant pas bouger les choses, vont utiliser des voies de trafic de façon illégale.
illicite. Donc vous savez, illicite, vous savez que nos frontières sont poreuses. Donc les gens, ils vont passer par d'autres voies pour faire distribuer leurs produits. Et ça va créer encore un manque au niveau des caisses, de la fiscalité et des caisses des différents États. Ok. Alors, ce qui se passe au Mali, les sanctions de la CEDEAO visant le Mali provoquent des remous, un peu, pas vraiment des remous, mais l'univers politique ivoirien est un peu secoué. La star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy, demande à la CEDEAO de réviser sa copie. Le nouveau parti politique panafricaniste de l'ex-président Laurent Gbagbo, le PPACI, par la voix de son porte-parole, Justin Kone-Katina, qualifie ces sanctions d'inacceptables et il dit, je cite, « L'instrumentalisation des institutions financières et bancaires communautaires pour régler des questions politiques internes est inacceptable. » Et puis, la chose la plus surprenante, c'est la libération le lundi dernier de l'ex-député ivoirien pro-Soro, Cesse Soukou Mohamed, plus connu sous le surnom de Ben Soukou. Et puis enfin, une partie des politiciens maliens et des politiciens ivoiriens reproche au président Alassane Ouattara d'avoir joué le jeu des puissances extérieures. Maître, quel commentaire rapidement? L'onde de choc de ce qui se passe au Mali se retrouve dans la politique ivoirienne. Mais je voudrais simplement dire que le fait d'avoir libéré le collaborateur de Soro Guillaume, mais l'agent démontre que ce monsieur que je ne connais ni d'Adam a été mis en prison politiquement. Lorsque quelqu'un est en prison, même lorsqu'il y a des fuites, on casse les prisons, les prisonniers vont, après on les récupère. Mais il faut forcément qu'il soit jugé, soit blanchi. Mais lorsqu'on te dit, bon, écoute, il faut sortir vite, pour faire mal à qui? Peut-être pas à la Côte d'Ivoire, mais à l'intéressé lui-même. Il n'a pas été jugé. Donc il sera recherché. Vous regardez aujourd'hui, monsieur le procureur de la ville de Côte d'Ivoire lance encore son avis de ramener. Oui, puisqu'il a été condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison. Donc c'est là ce que je veux dire, ça ne pouvait pas être pris comme, si vous voulez, un challenge pour dire, en fait c'est du tic au tac, de mon point de vue, ça a été du tic au tac. Bon, vous faites ça, on fait ça. Mais est-ce qu'on va rester dans ça? On ne doit pas rester dans ça. C'est pour ça qu'il est bon. Et moi maintenant, j'en appelle à la personne de M. Assimi Goïta, le président de la transition, afin qu'il prenne ses responsabilités et qu'il dise, je vous ai compris, qu'il apaise le peuple malien, ceux de son bord et de ceux qui ne sont pas de son bord, pour engager des négociations en sourdine avec les chefs de l'État. Et moi, sans être l'envoyé de qui que ce soit, je pense que le pays qui est le plus proche du Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Effectivement. On reproche au président ivoirien d'être resté silencieux face aux sanctions. Non, je pense que le président ivoirien n'est pas resté silencieux. Est-ce qu'on le suit? On n'est pas au courant. Mais je pense que le président ivoirien a été jugé trop tôt. Et aujourd'hui, au Mali, on pense que c'est Alassane qui a créé le problème. Ce qui n'est pas exact. Mais encore, je rappelle aux Maliens que si vous pensez que c'est M. Alassane Ouattara qui est votre ennemi, qui a créé le problème pour que les sanctions tombent, il n'a rien fait pour vous, mais venez vers Alassane Ouattara. On dit quoi? Lorsque tu connais ton ennemi, tu en fais un ami. Et Alassane Ouattara a quand même de la voix. Il a de la voix autour de ces 14 pays, y compris la Côte d'Ivoire. Si les choses sont faites bien, je pense que le commencement devait être fait ici et Alassane Ouattara, ni le président du Ghana, n'ont aucun intérêt à maintenir les sanctions fermées. C'est ce que je voulais dire, pour dire que moi, je suis pour la négociation et à calmer le jeu. Et là, vous avez parlé de Tiken Jah, pardon, de Alpha Blondy. Alpha Blondy, bon, il est dans son rôle d'artiste. Mais moi, je pense qu'il a mal fait. Parce qu'il ne doit pas s'en prendre au chef de l'État. Ce n'est pas parce que lui, il a déclaré que demain matin, ils vont lever les sanctions. Ça va même exacerber la position des gens. Ah bon, ils nous insultent. Mais il faut aller doucement. Je prends le cas de Tiken Jah. Lui, il réside au Mali. Il sait comment on fonctionne dans nos systèmes traditionnels. Donc, tout ça, c'est bien. Comment on fait rapidement, avant la fin du mois de janvier, pour ouvrir les frontières, pour que le mouvement de va-et-vient se fasse entre les peuples. Le reste, Assimi Goïta, il est devant l'histoire. Il doit maintenant, ce qu'on lui reproche, c'est de n'avoir pas établi un chronogramme à charge pour ceux qui allaient voir si c'est tenable ou pas tenable. Une fois qu'il l'aurait fait, bien entendu, on convoque le collège électoral. Lui, il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être juge et parti, il convoque. Quand il a convoqué les élections, à ce moment-là,
ben, il peut dire on va organiser les élections. C'est la commission électorale hein, qui va le faire. Il va dire, bon, voilà le chronogramme, bon, on fait l'appel à la candidature, etc. Donc, quand tout ça est bon, Assimi Goïta prend et envoie ça à la CEDEAO pour voilà nos propositions. C'est pour ça que tout à l'heure, mon frère l'a dit, le secrétaire général de l'ONU. Mais il est pour l'apaisement. Mais quel est le pays le plus proche du Mali? C'est l'Algérie. Il a dit quoi, le président de l'Algérie? Il dit, je vous soutiens. Ce n'est pas normal économiquement que ce qui vous arrive, mais faites vite. Vous devez ajuster votre calendrier. Ajuster votre calendrier, passer le pouvoir au civil. Mais quand même, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de coups d'État au Mali. Mais ce coup d'État-là, les conséquences que nous avons, c'est la première fois que ça arrive, où tout le monde est mis devant le fait accompli. C'est pour ça que M. Assimi Goïta, il doit se mettre au-dessus de la mêlée pour dire, bon, je vous ai compris, peuple du Mali, laissez-moi trancher. Et il ne peut trancher qu'avec sa conscience de Dieu. Il doit le savoir. D'accord, moi je vois, hein, Maître Kouyaté l'a dit, c'est quand même la première fois que cette histoire au Mali est portée jusqu'à l'ONU et puis on voit un peu les divergences de vues. La Russie et la Chine, qui n'a pas soutenu les sanctions de la CEDEAO, qu'est-ce qui se joue au Mali en réalité? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux cachés? Sadia. Oui, les enjeux qui sont cachés, les enjeux cachés sont très importants. Je voulais le dire pour que, je vais dire, le commun de nos téléspectateurs et africains, qui soient les décideurs ou d'autres personnes, mais je sais que certaines personnes à un très haut niveau, au niveau de la gestion de nos États africains, comprennent les enjeux. Et je dis très bien que le président Assimi Goïta, c'est à la junte, a fait une déclaration disant que les prises de position de la CEDEAO, c'est-à-dire la sanction, a été motivée aussi par des personnes qui avaient intérêt à ce que ces sanctions soient prises de façon très dure contre les autorités de la junte. Et ces personnes-là ne sont pas de la sous-région, c'est ce qu'il veut dire. Mais je vais dire ce qui est... il y a un enjeu géopolitique très important au niveau du Mali qu'il faut savoir. C'est le contrôle des ressources, des métaux stratégiques. Il faut savoir que dans le monde actuel, nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est-à-dire que dans le XXe siècle, au XXe siècle, nous avons l'économie était, je vais dire que l'énergie qui a alimenté l'économie du XXe siècle, c'est l'énergie fossile, avec le pétrole, le gaz, etc., etc. Mais à cause des effets néfastes donc, de ces ressources-là sur l'environnement, on est en train d'aller aujourd'hui vers l'économie des métaux aujourd'hui. Et donc ces métaux-là qu'il faut citer, donc il y a le nickel, il y a le lithium, il y a le cobalt, il y a le cuivre, il y a la bauxite aussi, il y a la bauxite aussi, et tous ces et la phosphate et l'uranium aussi qu'il faut ajouter. Exactement. Et tous ces métaux-là se trouvent dans cette bande sahélienne. Depuis le Burkina Faso. Il y a aussi d'importantes quantités d'eau douce. Bien sûr, donc il y a les ressources hydriques. Donc ce que je veux dire, que c'est là que se trouve l'enjeu. Donc actuellement, les grandes puissances telles que les États-Unis regroupées et les puissances occidentales regroupées autour de l'OTAN et aussi les autres puissances regroupées autour des BRICS sont en train de s'affronter et ce sont les véritables parrains de ce qui se déroule actuellement au Mali. Et donc, je reviens très bien sur ce que M. Le Drian a dit tout à l'heure. Il a dit que la crise au Mali n'est pas une crise entre le Mali et la France, mais c'est une affaire africaine et c'est une affaire européenne. On estime, et tout récemment, je crois que si vous avez suivi l'actualité, vous allez voir que l'État français a commis un expert, il s'agit de Philippe Varin. Philippe Varin est l'ancien PDG de Areva. Areva, on sait que c'est la compagnie qui exploitait l'uranium au Niger. Pour leur faire des propositions de sorte à pouvoir faire en sorte que les industries françaises ne connaissent pas de pénuries en matière de métaux d'ici 2030. Donc c'est pour sécuriser à la fois les approvisionnements en métaux précieux, en métaux critiques, que ce rapport-là a été demandé à Varin et Varin a remis son rapport à la France, notamment à la France, mais aussi aux pays européens. Pourquoi ce rapport a été demandé? Ce rapport a été demandé parce que les pays européens se sont rendus compte que depuis plus de 20 ans, la Chine a pris un avantage de plus de 20 ans déjà en développant
des technologies pour avoir la même mise sur ces métaux rares là. En plus des métaux rares que je viens de citer tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares servent à fabriquer, les éoliennes, les éoliennes terrestres et les éoliennes maritimes. Ça sert aussi à fabriquer les batteries automobiles. Et d'ici 5 ans, 6 ans, vous allez voir presque tous les moteurs des véhicules, les automobiles en Europe, en Asie, etc., vont passer au 100% électrique. Donc pour cela, ces entreprises-là, les métaux dont ils ont besoin pour pouvoir développer ces batteries-là, ce sont ces métaux précieux-là. Donc ce qui se déroule actuellement, je vais dire, au Sahel, est, je vais dire, pratiquement au-dessus même des capacités de nos chefs d'État, ça là-bas au-delà. Et les relations internationales, les relations internationales sont comme ça, ce sont des relations des relations d'intérêt, mais ce sont des relations, des rapports de force. Je parle aussi le couvert du diplomate qui est là, il sait très bien de quoi je parle. Donc, merci Sadia. Oui. Effectivement, je suis d'accord avec monsieur Sadia Zouzou. Quand il parle de ressources, en réalité, on peut le dire, le Mali s'apparente à un scandale géologique du point de vue de la pluralité de ses ressources et du point de vue de la rareté de certaines ressources qui se trouvent sur l'échiquier mondial que le Mali a dans son sous-sol. N'oubliez pas que la société militaire privée Wagner tente une incursion au Mali. Quand vous faites une historique de l'évolution des sociétés militaires privées, vous vous rendez compte que les sociétés militaires privées interviennent dans les zones où il y a des plateformes pétrolières, il y a des plateformes gazières, il y a des plateformes portuaires. En réalité, ces sociétés-là n'interviennent que dans un environnement où il y a d'énormes ressources, où il y a une grosse manne financière. Mais selon vous, pourquoi pensez-vous que Wagner a envie de s'installer définitivement au Mali? C'est pour des ressources. Wagner ne va pas au Mali en tant que la mère Teresa. Mais alors que c'était un précaré français. Et aujourd'hui, nous assistons à une reconfiguration de l'espace géopolitique des puissances occidentales sur l'échiquier du continent de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ce qui entraîne beaucoup de remous. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que les relations diplomatiques sont régies par la présence des ressources naturelles. Regardez le conflit qui s'est passé en Syrie. Mais nous sommes arrivés dans un environnement où les Occidentaux voulaient mettre un embargo sur le pétrole syrien. Mais il a fallu que la Russie s'élève pour commencer à acheter le pétrole syrien, pour que la Syrie puisse retrouver une vitalité au niveau de son économie. Mais depuis ce conflit perdu, parce que la Syrie a un allié de poids, qui est la Russie. Mais pourquoi la Russie s'est mêlée à cette affaire? La Russie s'est mêlée à cette affaire parce que la Russie a son intérêt. Donc pour dire que les relations diplomatiques sont régies par l'intérêt, les intérêts qui prévalent dans la situation du moment. Et ce qui est en train de se passer au Mali, c'est une guerre diplomatique. C'est une guerre géostratégique pour le contrôle des ressources. Ce n'est rien que ça. Merci beaucoup. Permettez-moi de donner un exemple précis. Il n'y a pas très longtemps déjà que la Chine et l'Australie ont créé une entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont eu le marché pour construire une usine d'extraction de terres rares et surtout de lithium. Parce que c'est de ça le matériel, le métal le plus stratégique actuellement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le lithium. Donc la Chine et l'Australie, ces deux pays ont créé au Mali une entreprise minière qui va exploiter le lithium. Je crois que c'est environ 700 à 800 000 tonnes de lithium. Donc le Mali, c'est une zone, c'est un véritable scandale géologique de ces matières-là aujourd'hui. Et donc chaque pays occidental veut sécuriser l'approvisionnement pour mettre ces entreprises à l'abri des pénuries. Et on estime même, encore que même en faisant cela, les pays européens ne pourront satisfaire que 20 à 30% de leurs besoins. Donc, je veux dire que c'est véritablement important. Prenons le cas par exemple, de la Russie. La Russie, avec le démantèlement de l'URSS, la Russie avait accès aux mers chaudes à travers l'Ukraine. Mais il se trouve qu'avec ce qui s'est passé avec les pays de l'OTAN, etc., la Russie n'a plus accès, je veux dire, à ces mers chaudes. Le conflit est là actuellement, vous le savez, il est actuel. Donc, la Russie a eu la possibilité de s'installer en Afrique. Et elle voit l'Afrique comme une possibilité aussi de s'affirmer, comme une grande puissance et de revenir aussi à la hauteur des États-Unis. Donc, c'est une guerre d'influence qui se déroule entre les grandes puissances.
on le dit de façon triviale en Afrique, que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Et actuellement, c'est le Mali et autres là qui... Mais effectivement, voilà, l'Afrique, c'est 20% de la population mondiale. C'est des richesses au niveau du sous-sol de ressources. Donc voilà, les autres co-débatteurs, ils voient une guerre d'influence, mais une guerre aussi d'approvisionnement en ressources, en matière rare. Oui. Vous faites la même analyse? La même analyse, mais je vais sur le côté politique. Nous nous retrouvons avec les deux blocs sur le terrain pour contrôler le Sahel. C'est le retour. Voilà. Et donc, on est en train de vivre un semblant de guerre froide. Et là, la négociation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est la pièce maîtresse pour amener les gens à pouvoir essayer de trouver une solution aux problèmes que le Mali connaît. Avant même que les sanctions ne tombent, on aurait souhaité voir la négociation, même si ça tend à donner des résultats un peu faibles, ou si ça dure un peu, mais l'essentiel c'est de continuer à négocier pour trouver une solution au problème. On retrouve l'esprit du diplomate. En fait, l'impression que j'ai, c'est que la souveraineté du peuple malien est mise de côté. Et le conflit a été transposé sur le plan international, avec deux blocs qui se retrouvent. Dans les relations internationales, les plus faibles, excusez-moi, je peux le dire, mais dans les relations internationales, c'est une question des rapports de force. Il n'y a pas de souveraineté lorsque il n'y a pas de question de souveraineté lorsque vous avez affaire à des puissants. Je vous donne le cas, par exemple, de contrat de sous-marins qui avait été conclu entre la France et puis, je vois, c'est l'Australie. Et puis, bon, les États-Unis sont venus au dernier moment rafler le marché. Bon, la France a respecté un peu pendant quelques instants, mais ils sont rentrés dans les rangs. Donc, c'est une question des rapports de force. Oui, maître. Je pense que peut-être sans anticiper qu'on a la fin de... Je pensais qu'on était aux conclusions. Mais ce que je voudrais dire, à l'issue du débat qui a eu lieu, que moi, j'ai fait des recommandations. Allons-y. La première recommandation, c'est donc... de demander à la jeune d'établir un chronogramme, comme l'a demandé tout le monde. La deuxième recommandation, c'est de nommer un président d'une commission électorale. La troisième recommandation, c'est de surseoir à l'exécution du chronogramme des assises et de le passer en relais plus tard au gouvernement qui sera légitimement civil, qui sera élu. Ça va régler le problème. Mais tant que, en l'état actuel des choses, on veut forcément exécuter, alors que c'est ça qui a été la vase d'eau qui a débordé. Donc moi, je fais des recommandations à ce niveau. Et en même temps, je voudrais aussi faire des recommandations, puisque notre président, en tout cas en Côte d'Ivoire, est cité, le président Alassane Ouattara. Je souhaiterais, c'est un vœu que j'émets, qu'il se serve donc de ce panéliste-là pour nous recevoir. Nous avons aussi de la science infuse. Aujourd'hui, nous sommes dans le débat politique. Mais le débat politique, moi je vois des gens en train de débattre qui ne connaissent pas la politique en Côte d'Ivoire. Je ne les insulte pas, hein, mais qui ne sont pas des sachants. Vous ne pouvez pas débattre de la politique de Côte d'Ivoire sans vous en référer à Faux-Boigny. Et vous êtes un sachant. Aujourd'hui, je découvre mes frères et sœurs, mes frères ici, qui sont non seulement des experts, mais des gens qui ont pied à terre, comme on le dit. Donc voilà une occasion que nous, en tout cas tout ce que j'ai écouté, nous sommes venus pour défendre le Mali. On n'est pas contre le Mali. Nous sommes venus aussi pour protéger les tirs groupés contre nos chefs d'État. Parce qu'en définitive, c'est eux qui vont trancher. Si vous insultez le juge, mais il va se braquer. Vous avez fait des recommandations pour la junte. Est-ce que vous n'avez pas des recommandations pour la CEDEAO? Mais oui, les recommandations de la CEDEAO, je voudrais donc Assimi Goïta se mettre en rapport avec le président Alassane Ouattara. Ok. Comme je l'ai dit. Vous voulez qu'il l'utilise comme médiateur? Comme médiateur, mais en y mettant la manière. La manière, c'est quoi? C'est la main qui demande, ou la main qui demande, elle est toujours en dessous. Vous comprenez? Et que donc, s'il le fait et qu'il met le président ivoirien qui est indexé, qui est traité de tous les noms d'oiseaux. Au devant de la scène. Au devant de la scène. Mais vous allez le piéger, il est obligé de réussir cette mission. Il faut lui donner cette mission-là, M. Alassane Ouattara, pour que, enfin, on le découvre. Parce que jusque-là, c'est des accusations non fondées autour du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup, maître. Et très rapidement, les scénarios possibles. Sadia, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, ce qui peut se passer dans les mois, dans les semaines et mois à venir, qu'est-ce qui peut se passer? Un scénario catastrophe? Bon, il peut y avoir des scénarios catastrophes, mais ce qu'il faut dire, c'est un élément très important, c'est
la présence de la Russie sur le théâtre des opérations. Permettez-moi de le dire, mais je pense que ce conflit de basse intensité qui est en train de se dérouler actuellement est un conflit qui se déroule par procuration. Et que ce sont des grandes puissances qui se battent réellement. Et M. Sekar a dit tout à l'heure, nous sommes passés de la guerre froide, qui était une guerre idéologique, maintenant à ce qu'on appelle la guerre économique. Maintenant, entre États qui... L'Afrique aujourd'hui est le pays dans lequel on trouve des ressources stratégiques très importantes, mais qui suffisamment. L'Afrique est un scandale géologique. Voilà, qui sont insuffisamment protégés. Vous allez parler depuis la Mauritanie, j'inclurai même la Côte d'Ivoire, etc., etc. Tous ces pays-là recueillent je vais dire des métaux très, très, très importants. Alors, donc, ce que je vois, c'est que dans un très court temps, il va y avoir un fléchissement des positions des uns et des autres. Vous avez déjà parlé de ce que la position de l'Algérie. La position de l'Algérie qui a demandé à ce que des conciliations soient faites. La junte a proposé entre 6 mois et puis 1 an. D'autres personnes aussi... Entre 6 mois et 4 ans. Plutôt, entre 6 mois, plutôt, excusez-moi, entre 6 mois et 4 ans. Donc ça, cela va super. Autre chose aussi, c'est que, autre possibilité, c'est que la position de la junte peut se réduire à partir d'un certain moment. Je vous ai dit que depuis un certain moment au niveau de l'Afrique, on observe qu'il y a un changement, il y a une nouvelle génération de dirigeants politiques africains qui est en train de venir aujourd'hui, pratiquement souverainistes, je veux dire, à souhait. Et donc, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la présence de la Russie en Centrafrique, avec Touadéra, etc., etc., donc je veux dire qu'à court terme, je vois que si la pression n'a pas levé, ça risque de réduire la position de... D'accord. Vous avez des solutions. Maintenant, à long terme, le scénario catastrophe, je veux dire, l'un des points qui a été cité, c'est l'activation de la force en attente de la CEDEAO qui va intervenir au Mali. C'est un scénario qu'il ne faut pas éviter. Il est tout à fait possible. Je vous assure, je vous le dis, c'est un expert qui me disait, il me disait, dans le domaine des mines, la vie humaine n'a pas d'importance. Voilà, donc je veux dire que la guerre, c'est un scénario qui est possible, qu'il faut envisager. Il faut envisager même que les grandes puissances qui sont sur le terrain je veux dire, non pas s'interconnectent, mais s'opposent entre elles. Elles peuvent parvenir peut-être même, je vais dire, à la stratégie, la collaboration en fin de compte, mais elles peuvent s'opposer militairement. Il peut y avoir même des forces militaires étrangères qui vont intervenir comme ça dans le pays. Il y a la force Barkhane, la force française. Etc. Certainement. Et il y a Wagner, la société militaire privée pro-russe qui est là. Alors, donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, dernier point maintenant, je vois peut-être venant un scénario catastrophe, une partition du Mali, un peu dans le modèle du Soudan, avec le Soudan et le Sud-Soudan, au cas où les parrains de ce qui se déroule au Mali ne sont pas satisfaits, qui n'ont pas atteint les objectifs. D'accord. M. Kwadjo, rapidement. Merci. Scénario possible très rapidement. Ce débat-là suscite tellement d'interrogations. La CEDEAO avait d'ici le temps, à partir des sanctions très draconiennes, on a vu la réaction de la jeune militaire. Mais on a vu que quelques jours plus tard, on a commencé à parler de dialogue. On a vu la position de la France au niveau du Conseil de sécurité qui visait à internationaliser ces différentes sanctions. Et ce qui n'a pas pu marcher. Mais hier, j'ai été surpris, fort surpris. Je dirais, j'ai été content, satisfait de la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à un réajustement du calendrier de la junte. Il a appelé la junte à mettre en place un chronogramme raisonnable. Et je pense que cette déclaration s'inscrit dans le cadre du dialogue. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. La junte est obligée de dialoguer. Moi, je pense. C'est vrai que la junte militaire a constaté l'échec de la CEDEAO sur le plan international parce que la CEDEAO n'a pas pu avoir l'assentiment de l'ONU, de sorte à accentuer la pression à l'échelle internationale. Donc, moi, je vois déjà un dialogue du moins. Je ne prévois pas de scénario catastrophe. Je ne prévois pas de scénario catastrophe parce que les enjeux sont colossaux. S'il y a un scénario catastrophe, ça ne va pas rien. Tout le monde perd. Merci beaucoup. On vous a compris, oui. Le scénario que moi je vois, c'est plutôt un scénario diplomate. Un scénario pacifique. Et Assimi Goïta détient la clé de la réussite de cette transition. Comme Maître Kouyaté l'a dit, donc il est la pièce maîtresse de la sortie. Il doit tout faire pour aller s'abreuver vers la source de la sagesse pour pouvoir conduire à bien cette transition. Mais en même temps, pour que les Maliens puissent connaître le bonheur,
il est nécessaire que tous ceux qui sont autour du Mali, c'est-à-dire nous qui sommes leurs frères, nous les soutenions pour les amener à connaître une paix et une transition paisible. Merci beaucoup. Dernier mot en 30 secondes. Hein, on va finir avec Maître Kouyaté. Dernier mot en 30 secondes. Monsieur Sadia. Nous souhaitons tous la paix au Mali, et de sorte au Mali et en Afrique de l'Ouest, la fin aussi du djihadisme, de faire en sorte que les pays africains enfin puissent avoir le bénéfice, les populations africaines puissent bénéficier des ressources qui sont issues du sous-sol des pays africains, comme cela s'est passé pour le pétrole dans les pays arabes notamment. Et donc ça c'est mon souhait, et je sais que les relations entre les pays, les économies sont interdépendantes, surtout en Afrique de l'Ouest, sont interdépendantes les unes des autres, et je veux dire le pays qui ficelle, ou bien qui tient un peu les ficelles de cela, c'est la France. Et la France a beaucoup d'intérêt. Et je pense que, à mon avis, je souhaite que les uns et les autres s'entendent, qu'ils puissent préserver les intérêts communs, de sorte que les populations africaines aussi soient heureuses de bénéficier aussi des ressources de leur pays, aussi bien que les Occidentaux et les Français aussi. Bien Merci beaucoup. Monsieur Alain Kouadio, 30 secondes. Moi, quand je regarde la situation au Mali, je constate que de la guerre, des 2 premières guerres mondiales, nous sommes passés à la guerre froide. Maintenant, on ne parle plus de guerre froide, on parle de guerre économique. Et on se rend compte que la gouvernance mondiale est caractérisée par 2 grands blocs. Il y a le bloc des capitalistes et le bloc des soviétiques, je dirais la Russie et la Chine. Et c'est cette guerre-là qui est en train de se livrer. Et cette guerre économique-là tourne autour du contrôle des ressources. Parce que, ne le cachons pas, le contrôle des ressources est tributaire du contrôle de l'aspect territorial. Or, qui contrôle le territoire a un pouvoir très réel. Donc ce que je souhaite, c'est un dialogue inclusif qui permettra une issue favorable, une organisation des élections, et que la communauté internationale aide le Mali à juguler la question de l'insécurité, à juguler la question du terrorisme qui mettent en mal la vie de plusieurs et nos différentes économies. Merci beaucoup, M. Seka. Oui, je voudrais pour terminer présenter mes hommages à toutes les dames qui nous suivent, qui suivent cette émission, et puis dire que l'Afrique a beaucoup de potentialités, l'Afrique est riche. Et vous savez que quand vous êtes riche, vous devez prendre des dispositions pour vous protéger. Nous avons une armée qui est un peu faible. Il faut travailler pour renforcer la capacité de nos armées, pour protéger les biens que nous avons. La question sécuritaire est devenue cruciale. Elle est cruciale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est économique. C'est pourquoi nous parlons de diplomatie économique. Et donc, pour pouvoir se mettre à l'abri, il faut être capable de se protéger. Et donc, nous avons besoin de renforcer la capacité de nos armées pour protéger nos ressources, pour protéger nos biens. Merci beaucoup. Maître Kouyaté, en 30 secondes. Mon dernier mot, c'est je ne vois pas un scénario de partition du Mali en 2 blocs, etc. Je vois simplement qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux qui sont le dialogue. Et à partir du dialogue, on va arriver au résultat. Alors, je voudrais terminer, puisque vous me donnez l'avantage, l'occasion. J'ai commencé et je boucle. Je voudrais donc dire, et ça je le dis chaque fois, j'ai parlé. J'ai dû peut-être frustrer des gens. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ma façon de faire. Je voudrais leur présenter toutes mes excuses, que mon intervention au plateau ici ne suscite pas des commentaires. Nous nous sommes retrouvés pour trouver des solutions. En tout cas, que nous pensions que les gens peuvent partager nos expertises. Je l'ai dit tout à l'heure, que, en tout cas mes frères et moi, nous souhaiterions rencontrer le propriétaire du pays de la Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara, afin de lui donner les excuses de ce que nous avons donné, pour que vraiment on aille à l'essentiel. Et la palabre du Mali n'est pas seulement qu'au Mali, mais nous-mêmes ici déjà, on prépare même des lendemains plus chauds. Mais là aussi, c'est le politique qui va régler la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Notre émission est terminée. Nous parlions du contentieux Bamako-CEDEAO et quelles solutions, vous l'aurez compris. Et tous ici, on prenait l'apaisement et on demandait au colonel Assimi Goïta de trouver la méthode pour arriver à un dialogue et aussi à la CEDEAO d'aller au dialogue avec le Mali. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.